Alors, l'exemple de combination de ces trois types de sources, c'est en particulier le laser dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le Lumix CPS, qui est un système de dernière génération enregistré récemment et qui permet donc de mélanger les différents types de sources. Il est possible non seulement d'avoir des sources différentes, mais aussi des longueurs d'onde différentes. Disons le minimum, c'est 3. On peut arriver jusqu'à 5 longueurs d'onde qui travaillent en même temps sur un seul spot. Et donc, ça, c'est très utile parce que ça permet de délivrer des grandes quantités d'énergie dans un temps très bref, avec des hautes puissances de pic et sans le problème qui s'avérerait avec des thérapies plus longues de modification de la température superficielle des tissus. La source pulsée, comme vous voyez ici, c'est juste un peu de physique, a une durée de la pulsation, donc de l'impulsion, qui est très très brève. 70 nanosecondes, c'est rien du tout. Et vous voyez dans le graphique ici à droite, il y a une comparaison de la profondeur de pénétration qu'on peut avoir avec les différents types de lasers. Alors, le premier sur la gauche, votre petit orange là, c'est le laser continu. Donc, non seulement le laser continu tout seul, comme il ne peut pas avoir des puissances de pic particulièrement importantes, ne réussit pas à pénétrer des grandes profondeurs. Les lasers pulsés tout seuls, qui sont ici, ils peuvent pénétrer beaucoup plus en profondité, mais évidemment, si vous allez voir l'utilité du système CPS qui est ici tout sur la droite, c'est le fait que les deux sources se combinent pour rejoindre des profondeurs pas énormément majeures, mais sans doute avec des temps beaucoup plus brefs. Alors, comme je vous disais, on utilise différentes longueurs d'onde dans le cas en particulier des lasers combinés. Et les différentes longueurs d'onde auront des effets biologiques différents sur la base de leur interaction, en particulier avec les chromophores. Les autres paramètres qui seront importants à prendre en considération quand éventuellement vous choisirez un laser ou de toute façon quand on parle de thérapie laser, c'est donc non seulement la longueur d'onde à cause de son interaction biologique, mais aussi les différentes puissances, donc en particulier la puissance de pic qui détermine la profondeur de pénétration, la puissance moyenne qui, elle, détermine la densité d'énergie qui est délivrée au tissu. Les temps d'exposition, évidemment, parce que ceux-ci ont une influence sur la puissance moyenne. Les facteurs d'absorption et transmission des tissus, c'est-à-dire que selon quel tissu vous êtes en train de traiter, vous aurez des interactions différentes. Et enfin, bien prendre en compte qu'on soit en train d'utiliser une profondeur de pénétration adéquate au tissu que l'on veut traiter. Il faut sur ça se rappeler qu'il y a une petite différence en matière de capacité de pénétration des rayons laser pulsés, superpulsés. Ça vous étonnera probablement, mais la source pulsée a en fait une majeure capacité de pénétration par rapport à la source superpulsée. Donc en fait, quand on veut rejoindre des profondeurs particulièrement importantes, il faut se rappeler d'utiliser des sources qui soient pulsées et non superpulsées, donc des fréquences plus basses par rapport à la superpulsation. Comme je vous disais, le rayon laser interagit avec les chromophores et avec l'eau. Alors évidemment, les chromophores, qu'est-ce que c'est que ça? Les chromophores sont les différentes molécules qui se trouvent dans tout l'organisme et qui sont sensibles à l'action de la lumière. Alors, certaines que je vous cite sont en particulier l'hémoglobine, la myoglobine, évidemment la mélanine,
Et un chromophore particulièrement important est le cytochrome C oxydase, c'est-à-dire que c'est le chromophore qui est contenu dans les mitochondres. Et c'est par l'interaction du rayon laser avec le cytochrome C qu'on obtient la plupart des effets biologiques du laser. Le laser interagit évidemment aussi avec l'eau, donc il sera important de se rappeler quel est le contenu à peu près d'eau dans les différents tissus. Donc je vous reporte ici quelques pourcentages. Ce qui est intéressant, c'est que les tissus pour lesquels on utilise au mieux le laser sont donc cartilage, tendons, ligaments et muscles, et vous voyez qu'ils ont une quantité d'eau assez importante. Alors, comment est-ce que le laser interagit avec les tissus et quels sont les effets biologiques? Évidemment, les effets biologiques sont particulièrement reliés à la longueur d'onde qu'on utilise. Donc, non seulement il sera important de comprendre quelle est la capacité de pénétration directement reliée à la puissance de pic, mais aussi quelle longueur d'onde on veut faire interagir avec les différents tissus pour avoir un effet thérapeutique adéquat. Alors là, l'action biologique se base sur l'interaction, principalement, on l'a dit, avec l'eau, et on prend comme référence l'interaction avec l'hémoglobine, donc Hb pour hémoglobine. Vous voyez qu'à 650 nanomètres, l'absorption par l'eau est très basse, mais l'interaction avec l'hémoglobine est plutôt importante. Et ça va être très intéressant pour avoir un effet coagulant. D'autre part, le fait qu'il y ait une basse interaction avec l'eau et une importante interaction avec l'hémoglobine, donc en fait avec les protéines des tissus, fait en sorte que ce type de longueur d'onde est excellent pour stimuler la régénération des tissus. Et ça, c'est aussi parce que l'action est maximale sur le cytochrome C. Donc, en fait, c'est le top de la stimulation mitochondriale. Et c'est la raison pour laquelle cette longueur d'onde est en particulier utilisée aussi pour aider la guérison de plaies par seconde intention. À 810 nanomètres, l'absorption de l'eau augmente un petit peu. L'absorption de l'hémoglobine est extrêmement basse. Cette longueur d'onde peut donc rejoindre des profondeurs importantes. En fait, les profondeurs que cette longueur d'onde rejoint dépendent beaucoup de la couleur de la peau ou du poil, parce que cette longueur d'onde est la plus proche du spectre d'absorption de la mélanine. Et donc, en fait, il faudra prendre en considération quelle est la couleur. Bon, en général, les animaux, pour la plupart, ont une peau foncée, mais ce sera très important, par exemple, de prendre en considération le fait que cette longueur d'onde est sensible à la couleur de la peau. Si, par exemple, je pense, on est en train de stimuler un tendon sur un cheval qui a la peau rose parce qu'il a des balsanes. L'action de cette longueur d'onde est en particulier la stimulation de la production d'ATP et une activation plutôt rapide des voies oxydatives. Donc, en fait, c'est un fort stimulant du métabolisme, cellulaire, pas musculaire. Et en particulier, son action se manifeste surtout sur l'œdème et l'inflammation. Celles-ci sont encore trois autres longueurs d'onde. Je vous disais, le Lumix en particulier utilise ces longueurs d'onde, donc c'est pour cela qu'on parle de celle-ci en particulier. À 910 nanomètres, vous pouvez voir qu'on a une absorption de l'eau et de l'hémoglobine qui sont semblables, 8% à peu près. Celle-ci est la longueur d'onde qui a la majeure capacité de pénétration parce qu'elle réagit beaucoup moins avec la couleur de la peau ou du poil. Et elle stimule en particulier tout ce qui est les processus oxydatifs au niveau cellulaire.
Et c'est la longueur d'onde qui stimule le mieux les processus physiologiques de guérison. Donc, en fait, c'est toujours l'idée qu'on est en train de stimuler le corps à utiliser ses propres moyens et à les utiliser mieux et avec le maximum de la productivité. Si cette longueur d'onde est utilisée avec une source pulsée ou superpulsée, on peut utiliser des puissances de pic plutôt élevées. On parle dans le cas du Lumix de 300 watts de puissance de pic, sans effet thermique. Et ça, c'est très intéressant parce que le problème, c'est souvent pouvoir donner des quantités d'énergie suffisantes au tissu pour les stimuler de façon importante sans risquer l'effet thermique. De plus, cette longueur d'onde agit de façon autant directe qu'indirecte sur la perception de la douleur. Donc, quand on parle d'action directe, on se réfère généralement à l'activation du système du pain gate, alors que quand on parle d'action indirecte, on pense en particulier au système opioïde endogène, donc la stimulation de la sécrétion d'endorphine. Encore, cette longueur d'onde augmente la circulation et l'activation macrophagique et donc, disons, diminue l'ischémie locale et facilite la réduction de l'œdème. Donc, vous voyez qu'il y a trois possibilités d'action, de mécanismes d'action de cette longueur d'onde. Donc, c'est une action sur la douleur, sur l'œdème et sur l'inflammation. À 980 nanomètres, donc pas beaucoup de différence en termes de longueur d'onde, mais énormément de différence en termes d'absorption par rapport par l'eau. Vous voyez qu'on avait 8% ici à 910 nanomètres, on arrive à 80% à 980 nanomètres. Ce qui veut dire que l'interaction avec l'eau sera bien majeure et que donc l'effet thermique sera majeur par rapport aux autres longueurs d'onde. Et en fait, c'est la combinaison des... en fait, l'effet thermique est parfois désiré, c'est-à-dire que c'est ce dont on a besoin. Et dans ce cas-là, l'utilisation de cette longueur d'onde en particulier peut nous permettre d'utiliser de façon raisonnée et contrôlée l'effet thermique. Alors qu'en même temps, on est en train de fournir une stimulation biologique des cellules avec d'autres longueurs d'onde si on utilise la combinaison des différentes. En plus, l'onde à 980 nanomètres interagit de façon assez importante avec le système nerveux périphérique et dans ce cas-là, permet l'activation uniquement du pain gate. Donc, il y aura une action très rapide de diminution de la perception de la douleur. Mais comme dans toutes les situations, disons, qui sont reliées à la modulation de la douleur par l'activation du pain gate, la durée sera plutôt brève. Donc, en fait, on considère que l'action sur la douleur des 980 nanomètres n'est pas son mécanisme d'action principal, mais elle agit, cette longueur d'onde, beaucoup sur l'œdème et sur l'inflammation. Enfin, une dernière longueur d'onde à 1064 nanomètres. Ici, on a en fait un peu un milieu entre les 980 nanomètres en termes de production d'effet thermique, parce qu'on a une absorption de l'eau de 30%, et un effet sur, par contre, la douleur, qui est plus semblable à l'action des 910 nanomètres. Donc, on aura une action qui sera d'une partie rapide, mais qui durera dans le temps beaucoup plus que ce qui n'arrive avec les 980 nanomètres. Et enfin, la chose disons, la caractéristique la plus importante des 1064 nanomètres est le fait que cette longueur d'onde active de façon importante les voies métaboliques cellulaires profondes. Donc, il y aura un effet très important sur toutes les productions de protéines, réplication cellulaire.
Et donc, de nouveau, une action importante sur la douleur, sur l'œdème et sur l'inflammation. Donc, un peu pour faire le bilan, la profondeur de pénétration, on a vu que c'est extrêmement important et elle dépend de l'action des différentes longueurs d'onde. Elle dépend de la puissance moyenne et du type d'émission que l'on utilise. Et en particulier, elle dépendra de la puissance de pic. Et on verra dans les diapos suivantes quelle est l'importance de la puissance de pic aussi. L'utilisation, comme on a dit, des sources pulsées ou superpulsées nous permet en particulier d'utiliser des puissances de pic majeures sans le risque des effets thermiques qui sont assez typiques en fait du laser continu. Alors, j'ai voulu un peu baser la suite de cette présentation sur l'analyse de quelques travaux scientifiques qui ont été présentés, parce que je pense que c'est utile de voir au niveau scientifique qu'est-ce qui a été fait et prouvé, plus ou moins, sur la thérapie laser. Alors, en particulier, donc, on recommence avec la profondeur de pénétration. Cet article est assez récent, en fait, parce qu'il date de 2016. Et il prend en considération la capacité de pénétration d'un laser continu qui émet pas en même temps, mais qui émet soit à 800 nanomètres, soit à 970 nanomètres. Et en fait, disons, la partie plus intéressante de cette étude est bon, le fait que la pénétration est majeure avec une longueur d'onde plus basse, donc 800 nanomètres si la peau est claire, et est meilleure à 970 nanomètres si on prend en considération la peau foncée. Évidemment, par peau, la plupart des fois, on entend aussi le poil. C'est-à-dire que il faut évidemment raser ou tondre le poil, mais il en restera toujours un petit peu et l'influence sur la couleur de la peau est évidente. Alors ici, le laser qui a été utilisé est un laser continu. On ne donne pas dans l'article les informations en termes d'énergie délivrée par centimètre carré. Donc déjà, il faudrait comprendre si l'énergie était suffisante pour donner un effet, disons, biologique. Et de toute façon, ce qui est assez intéressant, c'est que selon cet article, l'absorption serait vraiment très basse, enfin assez basse pour le flexeur superficiel. On parle d'un maximum de 20%, et elle serait quasiment nulle, entre 0,1 et 4% pour le flexeur profond. En fait, si ces données sont réelles, notre thérapie laser sur les tendons, elle ne ferait pas grand-chose. Donc, disons, cette étude est intéressante parce que quand même, ça a été une première tentative de comprendre comment le rayon laser passe à travers les tissus. D'un autre côté, il y a plusieurs limitations liées en particulier à l'utilisation d'échantillons de cadavres, donc en absence de flux sanguin et d'hémoglobine en particulier, et puis l'utilisation de tendons qui n'avaient pas de lésion. Donc en fait, une des questions que même l'auteur se pose est: est-ce qu'un tendon avec une lésion absorbera l'énergie de façon différente? Ce qui est assez probable en fait. Un article juste de l'année successive, en fait, donne des informations assez contradictoires. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis les deux articles l'un après l'autre. C'est-à-dire que juste l'année suivante, in vivo cette fois, donc c'est déjà un peu plus intéressant, cet article a démontré que la couleur du manteau n'a aucune influence
sur l'absorption pas tant sur l'absorption, sur la transmission de la lumière laser à travers les tissus. Encore ici, le laser utilisé est un laser continu et vous voyez qu'il y a une puissance de pic et moyenne, étant donné que c'est un continu, qui est très basse. On parle de 500 milliwatts. C'est une puissance qui ne rejoint même pas de loin les puissances qui peuvent être utilisées avec les sources pulsées et superpulsées. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une association entre la transmission du laser et la préparation de la zone d'application. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça nous démontre qu'il serait préférable de toujours raser le poil avant d'appliquer le laser. Passons maintenant aux effets biologiques. Cet article, qui est aussi assez récent, 2016, prend en considération l'effet du laser sur les cellules souches dérivées de sang périphérique. Alors ici, il y a déjà l'utilisation d'un laser en combiné. Donc, on a une longueur d'onde en continu à 660 nanomètres. On ne nous donne pas la puissance dans ce cas-là. Et une onde pulsée à 905 nanomètres. Et ici, on voit que la puissance de pic augmente beaucoup par rapport aux 500 milliwatts de l'étude précédente. On ne sait pas, par contre, à quelle fréquence le laser pulsé est utilisé. Donc, il manque un peu de données. C'est ce qui arrive souvent, en fait, dans beaucoup d'études scientifiques, qu'il manque un peu de rigueur dans la quantité d'informations qui doit être fournie. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne une indication sur l'énergie qui est délivrée au tissu, c'est-à-dire que quotidiennement, les cellules souches plantées sur la plaque pétrie avec les facteurs de croissance ont été irradiées avec 5 joules par centimètre carré. Ceci à partir de 24 heures après la semence sur la plaque et jusqu'au 5e jour. Et les résultats plutôt intéressants sont le fait que l'association entre le laser et les facteurs de croissance non seulement améliore la différenciation, mais elle l'accélère. Donc, disons, un peu le petit mot à emmener, c'est le fait que tout d'abord, le laser, il n'est pas dangereux pour les ténocytes. Et c'est déjà quelque chose, évidemment, parce que si le laser avait cuit les ténocytes, il ne serait pas tout à fait pile. Et que le niveau d'irradiation approprié nous permettra de stimuler une différenciation et une réplication cellulaire. Et en particulier, ça c'est très intéressant pour les applications potentielles en combinaison avec les thérapies cellulaires. Donc, je pense par exemple pour les lésions tendineuses, on utilise en général non pas des cellules souches qui proviennent de sang périphérique, mais qui proviennent soit de la graisse, soit de la moelle osseuse, mais c'est un peu le même principe, excusez-moi. Donc, savoir que le laser peut être utile aussi en combinaison avec les cellules souches. Alors ici, de nouveau, en fait, il y a un contraste de résultats, parce que ça, c'est un article